En 2009, et Saouti Ahmed un deuxième recueil de poésie, cette fois-ci à conte d'auteur, et Ismaïs, l'encre sacrée. Donc voilà, et c'est quelqu'un quand même qui a une belle écriture, une belle poésie. C'est un terme sur Katb Yassine, le thème de la conférence d'aujourd'hui est Katb Yassine, l'écrivain de tous les combats libérateurs. Donc Katb Yassine, l'écrivain de tous les combats libérateurs. أول غورك ياسين أن صوفي السيك سخامي يدلس رحمن سلمان وقاس. Donc الزوج الأول. Donc très volontiers, avec un immense plaisir, je reviens chez moi, chez vous, pour redonner une conférence cette fois-ci sur Katb Yassine, un monument de la littérature mondiale, je dirais bien mondiale, qui a marqué pas uniquement notre pays, l'Algérie, pas uniquement la littérature maghrébine, mais aussi et surtout la littérature mondiale. On ne peut pas parler de la vie, on ne peut pas parler des combats de Katb Yassine sans parler de sa vie et de son œuvre. C'est tellement compliqué que la conférence sur Katb Yassine nécessite principalement d'évoquer certains repères chronologiques de sa vie pour pouvoir cerner le parcours de Katb Yassine, tant qu'écrivain, poète, journaliste et dramaturge, qui a lutté contre tous les asservissements, tous les colonialismes. Il a fallu, je crois, pénétrer d'une manière profonde son univers créateur, son univers de poésie et d'écriture. Donc, pour parler des combats de Katb Yassine, des combats multiples, donc il faut passer par sa vie. Sa vie qui est le miroir de son œuvre. Et vice-versa, son miroir, plutôt ses œuvres qui sont le miroir de sa vie. On sait bien que Katb Yassine est né le 2 probablement le 6 août 1929 à Constantine, dans une famille de lettrés, une famille de très cultivés. Son père était un avocat, son grand-père était aussi un suppléant de Qadi à l'époque coloniale. Donc il était né dans ce milieu vraiment très propice pour l'acquisition du savoir, et du savoir surtout littéraire. Son grand-père maternel, Mohamed Ghazali, maîtrisait le Coran par cœur, et surtout il déclamait de la poésie arabe. Katb Yassine était né dans ce milieu vraiment où il y avait une sorte de fascination, une sorte d'inclinaison vers les lettres. Et son nom, le nom de Katb, c'est comme une prédestination vers les lettres, vers l'écriture. Donc, étant né le 2 ou le 6 août en 1929, c'était après dans les interviews que Katb Yassine a donné aux journalistes, c'est une date vraiment très symbolique, très significative par rapport à son écriture. C'est l'année où William Faulkner écrivait Le Bruit et la Fureur, une influence majeure de Katb Yassine, et James Joyce qui a écrit Ulysse en 2 temps. Donc c'était une naissance de l'enfant au sein de ce milieu lettré. Après sa naissance, déjà il était né dans la maison de ses grands-parents maternels. Donc après sa naissance, dans ce milieu vraiment favorable pour les lettres, Katb Yassine, après 6 ans, son père il pour les cours coraniques à la médecine de Sidrata pour apprendre la langue arabe et les préceptes de la religion musulmane. Katb Yassine, de cette époque-là, il a
il a manifesté une certaine aversion, vis-à-vis de la religion, une aversion qui s'est transformée en haine après. Donc, si une année après, en 1934, donc c'est l'anniversaire de Césarata, en 1935, il est chez l'école primaire française, à Boukhara, Lafayette. Il est chez l'école primaire, il a commencé ses études, excellent élève, après 6 années, en 1941, il est chez le lycée Albertini, actuellement Kairouani, après l'indépendance, mais c'est Kairouani. Il est chez le lycée. Venu le moment le plus tragique pour l'Algérie, mais en même temps pour l'homme. C'est les événements de 8 mai 45. 8 mai 45, c'est au moment où bien il était en troisième, il a quand même acquis certaines connaissances et surtout certaines consciences de la condition de son peuple. Donc c'était un mardi, c'était un jour de marché hebdomadaire à Sétif, à Boukhara. Donc Ket Biassine, il a participé à ces manifestations. Dans une métaphore extraordinaire, Ket Biassine, il se maillesse un mille-pattes inattaquable pour décrire la manifestation. Donc c'est mille-pattes inattaquable, mais Ket Biassine, malheureusement, il a été attaqué. Mais heureusement, du côté littéraire, il a été attaqué. 3 jours après, il a été incarcéré. La police française, pendant 4 mois, Ket Biassine, il a commencé, il a acquis une certaine connaissance réelle du peuple algérien, de la condition réelle du peuple algérien, qui subit justement les répressions de l'administration française. Mais en même temps, il a découvert le peuple parmi les fautes, les erreurs que l'administration coloniale a commises. C'est le fait de jumeler le peuple ordinaire avec certains intellectuels au sein de la même raison. C'est l'effet contagion de la conscience. Les gens qui sont instruits, qui ont déjà eu conscience de la condition du peuple algérien en tant que colonisé, ils ont transmis justement cette conscience au simple peuple. Ket Biassine, déjà dans la présent, il commence déjà à s'inspirer, à écrire des poèmes. Il a écrit déjà des poèmes, surtout le moment où ils lui ont annoncé son exécution prochaine. Et prochainement, il sera exécuté. Le fait déjà de l'informer, c'est déjà un traumatisme. Il attend son exécution prochaine à l'aube, le 27 juin prochain. Ket Biassine, en référence déjà à Victor Hugo, qui a écrit le dernier jour d'un condamné. Ket Biassine écrit des poèmes, une citation de Victor Hugo. En même temps, les poèmes intégrés, c'était Garamate, et qu'il signe le poète. C'est pas un simple emprisonné, mais c'est un poète emprisonné. Mais en même temps, il la dédicace les poèmes intégrés au sein de la prison, il à André Walter. André Walter, c'est quelqu'un qui travaille dans l'administration carcérale, mais en même temps un ami de son père. Donc, bien sûr, la dédication des poèmes, la dédication d'André Walter, c'est comme si le seul soutien au sein de cet univers carcéral, le seul soutien à lui, c'est André Walter. Il remet la dédicace à ses poèmes. C'est un homme lettré, et c'est une connaissance à son père. Donc, il remet des poèmes relatifs à son drame carcéral, à son drame de jeune adolescent incarcéré qui attend sa fusillade, son exécution prochaine, et je te mets des poèmes, par exemple, parmi ces poèmes, demain, et là c'est une citation de Victor Hugo, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la montagne. Citation de Victor Hugo, et Garamaté, il a signé, fait au cachot, le 18 mai, à Lafayette. Le poème est d'eau, adieu, mère et pardon, il faut mourir, adieu. Le poème est celui-là. Donc, c'est déjà un attachement vers la mère. La mère, justement, métaphorique de la raison, et en fait, dit une mère déjà plongée dans la folie. Une femme géniale, merveilleuse, qui est plongée, qui est devenue folle. Donc, c'est métaphorique de la raison. Après 4 mois, il fait l'immense. Totalement folle. Elle se jetait, pas uniquement folle, mais elle se jetait dans le feu. Elle se jetait dans le feu après avoir
après cette nouvelle de l'incarcération de son fils. Et encore plus, il fait déjà malade, atteint de tuberculose, et ça a un kyste au poumon, grippe poumon. En plus que ça encore, il fait exclu du lycée. Exclu du lycée pour avoir participé à la marche du 8 mai 45. Mais il faut que la présent, il fait dans la famille, dans ce climat vraiment traumatisant. Le père de Katb Yassine, qu'est-ce qu'il a fait? Mohamed Lamine, il a décidé d'envoyer Katb Yassine et Annaba pour continuer ses études au lycée de Bonn, à Annaba. Katb Yassine et Wachou, c'est parce qu'il avait le père de Katb Yassine, il avait une connaissance, et ça allait Zulekha Katb Kebrouti, celle qui est devenue après Nejma. C'était une correspondante auprès du lycée de Bonn. Katb Yassine et le lycée de Bonn, et Radin, prise en charge justement par Zulekha. C'est une Kebrouti. Zulekha Katb, c'est la sœur de Mustafa Katb, correspondante auprès du lycée. Prise en charge par cette femme durant 8 mois, Katb Yassine était plongé dans une fascination absolue, obsédante envers la femme. Zulekha, mariée, déjà une femme mariée, mais une femme qui est divorcée de 10 années, Katb Yassine est tombé amoureux de cette femme-là. C'est à partir de là qu'il commençait déjà la fascination absolue du Katb Yassine envers Najma, la femme, l'œuvre d'Algérie, après. Donc, si Katb Yassine, à un certain moment, au lycée, il commençait déjà à fréquenter les gens qui buvaient. Donc, il dans un bar à Annaba, il a rencontré quelqu'un. Bon, c'est une chose que Katb Yassine a relaté, la préface de son livre. Il a taillé Carlavon, il a dirigé une revue à Annaba, à Bonn, il s'appelle Le Réveil Bonnois. C'est un imprimeur. Il a Katb Yassine comme ça, un client matinal dans un bar. Il a dit Katb Yassine, qu'est-ce que tu fais là? C'est un Carlavon. Qu'est-ce que tu fais là dans un bar? Tu dois être à l'école. Il a dit Katb Yassine, je suis un écolier, c'est vrai, je suis un étudiant, mais je vais écrire. Déjà, c'est un Carlavon, il a dit je suis un imprimeur en faillite. J'ai un surplus de papier d'encre, je vais te publier. C'est ainsi que Soliloque est paru en 1000 exemplaires. C'était le même moment, avec Katb Yassine, en faisant des voyages entre Bonn et sa région natale, il a rencontré un certain Mohamed Tahar Benlounissi. Mohamed Tahar Benlounissi, c'était le père de Katb Yassine, il disait que c'est mon père spirituel. C'est vrai que le père spirituel du Katb Yassine doit être Rimbaud, doit être Nerval, Victor Hugo, plutôt Baudelaire, peut-être Lautréamont. Mais Katb Yassine, mon père spirituel, c'est Mohamed Tahar Benlounissi. De Constantine. Mohamed Tahar Benlounissi, tu vois déjà le mouvement révolutionnaire, il était proche du PPA, du Parti du peuple algérien. C'est lui-même, c'est Benlounissi justement, et Katb Yassine dans ce milieu nationaliste. Donc après l'apparition du Soliloque, on met l'exemplaire, Mohamed Benlounissi, même le Soliloque et Katb Yassine, ils nous aident dans des bars, ils nous aident dans des buvettes, et les autres, soit des Français, soit des Algériens. C'est ainsi que Katb Yassine a commencé déjà à être un poète un peu connu. Si la حفظ Katb Yassine, le PPA, Benlounissi, le PPA a proposé à Katb Yassine de donner des conférences sur l'Algérie, sur l'indépendance de l'Algérie. Si Katb Yassine, il a préparé une conférence qui est devenue un ouvrage après, édité par Nahda à l'époque, l'édition Nahda, il se maillesse l'émir Abdelkader et l'indépendance de l'Algérie. Mais il préparait le travail en Chamara, Katb Yassine, il a été sollicité en France pour donner une conférence dans la salle des sociétés savantes. Dans la salle des sociétés savantes, il y avait une assistance justement savante. Katb Yassine, il fait montre d'une capacité intellectuelle énorme et surtout d'une maturité révolutionnaire aiguë. Il déclare l'indépendance de l'Algérie en 1947. Il n'avait que 17 ans. Katb Yassine, il était déjà poète, édité, conférencier, il parlait de l'indépendance de l'Algérie. Si en 1949, justement, durant cette conférence, il a été présenté par Farhat Abbas. C'est Farhat Abbas qui a présenté les conférenciers. Il avait quel âge? Il avait 17 ans. 17 ans. Donc, si Katb Yassine est déjà poète, conférencier,
En 1949, c'est un journaliste qui est Alger républicain. Il commence déjà à faire des grands articles, des grands reportages. Surtout le plus important, à Port Soudan et l'Arabie Saoudite. Le Port Soudan, ça a 6 articles le Soudan. Et ça a c'est des articles déjà, tout à l'heure j'étais en train de parler avec mon ami, c'est des articles journalistiques, même des poèmes. Il intercale par exemple un paragraphe journalistique, il met d'un poème. C'est pour dire que Katib Yassine, il n'est pas journaliste, mais il est surtout poète. Donc, après, donc c'est le reportage sur le Port Soudan, on base surtout les poèmes sur plutôt des articles journalistiques algériens républicains de l'Arabie Saoudite. Et l'hypocrisie de la Terre Sainte. L'hypocrisie au sein de la Terre Sainte. En 1950, Katib Yassine a rencontré, et bon, j'étais immigré en France, c'est la date de coïncidence, la mort de son père, après avoir enduré une maladie de tuberculose. Donc, en 1950, Katib Yassine est devenu orphelin à la charge d'une famille de 2 sœurs, sa mère étant déjà folle. Donc, Katib Yassine, il était déjà pris en charge. Il était obligé de prendre en charge sa famille. Il a été à Alger, il prenait en charge sa famille en travaillant comme docker. Donc, vous imaginez un poète qui portait déjà un autre poids qui est visible par rapport à l'autre poids qui était invisible. Il portait des cargaisons pour nourrir sa propre famille. Il draguait même des petits poissons pour les ramasser. Et à la fin de la journée, il les ramassait pour les ramener à ses soeurs, pour les nourrir, lui-même restant à sa femme. Donc Katib Yassine. Et en 1949, c'est un reporter algérien républicain. En 1950, il s'est immigré en France. Il contacte Mohamed Issiakham, plus Malek Haddad. À partir de cette date-là, en 1950, Katib Yassine, il commence déjà à rédiger le cadavre encerclé. Il commence déjà à rédiger le cadavre encerclé qui est apparu pour la première fois, qui a été mise en scène pour la première fois en 1954. La fin de 1954, janvier 1955, le cadavre encerclé, il était pris en charge par Jean-Marie Sureau, qui l'a pris en charge pour le mettre en scène. En France, pour le mettre en scène, Katib Yassine, il a été interdit de le mettre en scène. Il a été obligé de le mettre en scène en Belgique, à Bruxelles. Donc, ça commence déjà par là, ça commence déjà la censure du Katib Yassine, du côté colonial. Donc, Katib Yassine, au lieu de jouer ses pièces théâtrales prises en charge par le metteur en scène Jean-Marie Sureau, il a été obligé de jouer ses pièces ailleurs au-delà de la France. Donc, si Katib Yassine, en 1954, il a ficelé le cadavre encerclé. Après, avec le temps, Ernest, la porte de l'intelligence, Ernest, le cycle de représailles, Ernest, les ancêtres de férocité, Ernest, un autre poème dramatique, le vautour, Ijma'addoun, qui est le cycle de représailles, et différent en 1959. Donc, si Katib Yassine, 54, déclenchement de la révolution, Katib Yassine, le peuple algérien est en train de lutter par les armes contre la France coloniale. Katib Yassine, tant que poète, tant qu'intellectuel, il a décidé de lutter contre cette France coloniale par un autre moyen qui est l'écriture romanesque. En 1956, est venue la bombe atomique littéraire que Katib Yassine a jetée au sein du milieu littéraire français. Najmet, en 1956, déjà les maisons d'édition qui ont pris en charge l'œuvre, ils ont averti les lecteurs que le roman Najmet ne se lit pas comme les autres romans. Et Wachou, en 1956, le lectorat français, déjà, ils ont pris la connaissance des œuvres de Faulkner et James Joyce. Ces écrivains-là, américains, l'un est un Américain de souche, l'autre est un Néerlandais de l'Amérique, est un Néerlandais, mais qui s'est naturalisé américain. Les deux écrivains, les ouvrages fondés en 1929, la date de naissance de Katib Yassine. Donc, Katib Yassine, en ayant cette influence de ces deux grands écrivains, il Najma à peu près l'axe de temps qui échappe à la norme, à la façon normative
de roman classique. Il y a un Najma en spirale, au lieu d'un axe de temps linéaire qui commence avec un début et à la fin, après une trame. Ket Biassin, il a préféré de jouer sur le facteur temps. Le roman de Najma. Les Français, les œuvres de la littérature moderne, ils ont Faulkner Joyce. Mais vous savez, un écrivain français, il dicte même, et pourtant, ils ont beaucoup d'écrivains. Vous savez, un écrivain, il écrit un roman aussi moderne que celui de Faulkner et Joyce. Donc c'est pour cette raison que Najma est une bombe atomique au sein du milieu littéraire français. Najma, un roman, Najma, le théâtre, Najma, la poésie, Najma, la prose, Najma, la femme, Najma, l'Algérie. Najma, moi-même, c'est un roman que j'ai lu tout le temps, je ne cessais pas de le lire, soit le milieu intellectuel français, la critique française, la critique de la part de l'Algérie après l'indépendance, ils ont essayé de coder, de mythifier l'œuvre pour qu'elle ne soit pas accessible aux gens. Najma. J'ai passé beaucoup d'années pour la décortiquer. La trame est pourtant simple, en même temps énigmatique, compliquée. Najma, il y a une femme fascinante, c'est la beauté elle-même, qui fascine quatre prétendants, quatre amoureux, quatre amants. Les quatre amants, le premier c'est Mourad. Mourad, au sein du chantier, il a tué M. Reka. Il a tué M. Reka, propriétaire du chantier. Les quatre amants travaillaient. Les quatre amants, ça a l'âge de 15 années, c'est-à-dire l'âge du Ket Biassin après les événements de 8 mai 45. Puisque Najma, le temps de Najma, justement, il se situe entre 45 et 54. C'est l'Algérie en chantier. L'Algérie qui prépare la révolution. L'Algérie qui se prépare d'être une nation inaliénée. Donc les 5 prétendants qui couraient derrière Najma, l'un est Mourad, il a tué M. Reka, propriétaire du chantier, et Ouacheteva, il a tué M. Reka parce qu'il a fait retomber son amour déçu envers Najma sur sa fille, Suzy. Donc, déjà, Mourad, il a commis un crime. L'autre, deuxième prétendant, c'est Rachid. Rachid, il a blessé par le coup d'un couteau, avec un couteau, il a blessé Mourad. Et Mourad, il a aimé Najma avant lui. Il sort de jalousie. Pourquoi Mourad a aimé Najma avant moi? Le troisième, c'est l'Akhdar. L'Akhdar, il s'est contenté, dans Najma, dans le roman, il se contentait de rêvasser, de fantasmer sur la femme, sur Najma, uniquement en se focalisant sur un souvenir d'une étreinte dans la clinique. La clinique qui est racontée dans le roman. Une étreinte fugitive, fugace. L'Akhdar, il a حاشا فلاس, il se حاشا فلاس dans ses monologues intérieurs avec ses amis. Et le quatrième prétendant, c'est Mustafa. Mustafa, c'est un peu l'autobiographie de l'auteur de Najma, du Ket Biassin. Mustafa, il garde dans un carnet, le carnet de Mustafa, il a le roman, le carnet de Mustafa. Mustafa, il garde ses fantasmes, ses rêves oniriques sur Najma, le roman. Donc les 4 héros, les quatre prétendants de Najma, autant de harab في Najma, mais يونوا لي ويت التسعة دقائق. Donc c'est une femme inaccessible. C'est une femme élancée avec des seins dressés vers Dieu, la description de Najma, des seins dressés vers Dieu, la chevelure rousse, un corps élancé. Ket Biassin, chaque fois, il donne des descriptions un peu énigmatiques. Tantôt il la compare à un animal, tantôt il la compare à un mythe, à une ogresse, tantôt il la compare à un être humain. Mais en fin de compte, Najma, il a été enlevé par سي مختار. سي مختار من نقول ورس اللي نهضروا في اللاس سي محمد طاهر بن لونيسي وين تني ليماج سي مختار قالوا رومان نجمع. Alors مختار il a recherché dans le roman, il faut que le roman il faut pour faire l'enlèvement de Najma. Et puis Najma, il est la tribu natale. C'est un enlèvement consentant, c'est-à-dire Najma il a consenti pour fuir cette tension électrifiée entre les deux amants. Najma il a accepté d'être enlevé par Mukhtar et Rachid
enlevé vers la tribu ancestrale qui est Kebrout. C'est déroulé la scène du bain. La scène de bain, elle est devenue baigneuse pour se purifier. Premièrement, se purifier de son origine mêlée. C'est une française juive, en même temps d'une mère française juive et d'un père Kebrout. La deuxième purification, le fait d'être un objet de discorde entre les quatre amants issus de la même famille. C'est des amis cousins, c'est consanguin. Donc, en se purifiant, Najma, avec le temps, elle est devenue innocente. En vérité, Najma est innocente. C'est une phrase de l'auteur, Najma. Najma, elle est pour rien, c'est parce que elle est innocente, elle est belle, elle est charmante, c'est l'image de l'Algérie, elle est la source du convoitise. Les conquérants, soit étrangers, soit ceux qui s'acharnent pour la posséder à l'intérieur du pays. Après la scène de Nador, puisque je vais m'attarder un peu sur Najma, puisque c'est l'œuvre monumentale du Katoub, après l'épisode de la scène de Nador, Najma, elle est devenue une femme endeuillée. Elle se voile de noir. Il se voile de noir parce que c'est Mokhtar, Atigouine, qui l'a enlevé d'une manière consentante. Il a été tué par la nègre. Le nègre qui représente l'ancêtre africain, l'Afrique noire, l'Afrique aux Africains. Il a été assassiné par le nègre, détenteur des valeurs ancestrales. C'est Mokhtar, le vieux brigand. Il a été tué. Rachid, avec lequel Si Mokhtar a enlevé Najma, est expulsé de la tribu ancestrale. C'est l'errance à peu près qui s'est ouverte devant Katoub Yassine, l'auteur, l'errance, l'écrivain de l'errance, l'écrivain, le poète, au sommet devant, pour reprendre sa propre expression. Donc, le personnage Najma, la silhouette d'une femme qui voyageait entre Bonn et Constantine. Et Bonn et Constantine, certains, Katoub Yassine, ils se pour nous replonger dans l'Algérie mythique, l'Algérie du gloire, l'Algérie où il avait justement pour roi Massinissa et Djibrita, Sirta, et d'autres, Saint-Augustin et d'autres grands intellects de l'autre côté de Bonn. Donc, si Najma, il voyageait entre Bonn et Constantine, mais sous le regard du nègre. C'est en arrivant à cette page-là qu'on va constater que le personnage de Rachid, personnifié, il devient un personnage emblématique. C'est une sorte de transmutation du personnage simplifié, simple, à un personnage emblématique, mythique, qui dit, qui chante le souvenir des ancêtres, le souvenir des ancêtres et tous les hommes libres qui ont lutté pour cette Algérie, pour qu'elle soit libre. Donc si Najma, voilà, c'est une bombe atomique du milieu littéraire français. Si Katoub Yassine, Najma, il avait un accueil extraordinaire, que ce soit du milieu francophone français, soit dans les autres pays. Katoub Yassine, il était sollicité un peu partout, soit en Allemagne, soit en URSS, en Yougoslavie, soit en Europe en général, à l'Occident. Katoub Yassine, en même temps, en achevant Najma, il grandit son œuvre théâtrale. C'est le cadavre encerclé, il reste le cadavre encerclé, il fait le siècle de représailles, il reste la poudre de l'intelligence, il fait tout après, en 1962, il a désiré, après l'indépendance de l'Algérie, il a désiré de jouer cette pièce théâtrale jouée un peu partout dans le monde, l'Europe en particulier, il a désiré de jouer cette pièce en Algérie après l'indépendance. Malheureusement, Katoub Yassine, après l'indépendance, il a voulu donc rentrer en Algérie. Il a été invité, enfin sollicité par Jamal Amarani. Jamal Amarani, il travaille à l'avenue de Katoub Yassine, il travaille à France. Jamal Amarani a attendu Katoub Yassine avec Mohamed Isliaq. Mohamed Isliaq et Jamal Amarani, c'est un autre ami qui s'appelle Boutchkina.
Bon, c'est une référence à Bouchkine, l'écrivain russe. Bouchkine, il attendait avec Jamal Amani 4 BSN à l'aéroport. 4 BSN يروحوا dans l'intention de jouer le cadavre encerclé en Algérie. Au moment où Mustafa Keteb, le TNA, organisait déjà des activités culturelles théâtrales à Alger, 4 BSN, il nous a dit c'est l'indépendance de l'Algérie. Le peuple est libéré, on peut faire des pièces de théâtre au sein de son propre pays. Malheureusement, il y a 4 بياسين جمال عمراني مثل نتاع بوتشكينا المهندس مدحي واللي يروحوا لي l'aéroport. Bouchkina, quelques jours après, il a été interpellé par la police. Bouchkina, interpellé par la police, le pouvoir n'a pas voulu interpeller 4 بياسين ou Mohamed Issakhem directement puisque c'est des dégâts. Donc ils ont interpellé Bouchkina, leur ami, Jamal Amrani. Donc Bouchkina, il a été interpellé par la police. On va Bouchkina هضر سني 4 بياسين Mohamed Issakhem, Jamal Amrani, الناس voilà 4 بياسين dégoûté, désespéré, il a pris ses bagages et il a regagné l'exil, il a regagné la France. Si 4 بياسين, il commence déjà à se révolter contre ce système-là. Indépendance soi-disant acquise, mais libération et liberté reportée. 4 بياسين يقول الفرنسا, il commençait déjà à prendre conscience de cette dictature qui est en train de s'installer en Algérie. C'est que comme je me suis insurgé contre l'Algérie française, je m'insurge contre l'Algérie arabo-islamique. On ne l'écoute pas un peuple par une langue ou une religion. Je ne suis ni arabe ni musulman, je suis algérien. Donc cette algérianité frappée de digne et d'ostratisme, 4 بياسين l'a touché au plein cœur. Donc il y a les Français, il gonflait ses œuvres théâtrales. En 1966, il souffre le polygone étoilé, qui est un prolongement, c'est la plaque tournante du Nejma. Le polygone étoilé, c'est un croisement entre l'écriture romanesque, la poésie, la prose poétique, mais en même temps la biographie. Puisque les dernières pages viennent de bien sûr de l'autobiographie, surtout s'agissant de l'aliénation linguistique vis-à-vis de l'envahisseur, à l'étrangité de sa posture, de sa position devant sa mère, lui étant intellectuel, prenant un journal, mais sa mère ne comprenait rien de ce qu'il disait, or que c'est sa mère, source de lait, source de sang, source de larmes et source d'inspiration qui lui a inculqué, qui lui a inspiré la poésie, le théâtre et l'art en général. Donc si en 1966 il souffre le polygone étoilé, inclassable, indépassable, خاطر لو كان يقرا النجمه انه تسمى بينيتري ذي نف باللي le polygone étoilé c'est quelque chose c'est comme un noyau, c'est le noyau de Nejma. Le polygone étoilé c'est le noyau de Nejma, c'est pas un prolongement. Donc je l'ai lu et l'ai relu à maintes reprises, les séquences, les chapitres interchangeables entre le polygone étoilé et Nejma. Déjà c'est des chapitres interchangeables entre Nejma, entre le roman Nejma. On bas c'est des chapitres interchangeables entre le polygone étoilé et Nejma. On va dire les ancêtres Igling, Nejma, le polygone étoilé, il se prolonge l'œuvre théâtrale poétique de 4 بياسين. C'est-à-dire السلفة ولا وتضرب اللي نجمة تسعى comme un noyau essentiel. Le poème il dit 4 بياسين le Mercure de France, اسمه نجمة ou le poème ou le couteau. Le couteau, c'est le même couteau avec lequel Mourad a blessé, Rachid a blessé Mourad, et c'est tout un truc. Le couteau a été vendu pour acheter une bouteille de vin. 4 بياسين dans un passage que faire de ton sang, on s'adresse à sa mère, que faire de ton sang, mère, je me transforme en lazaret, en abattoir, c'est l'aide de sang qui nous pousse au vin. Voilà, donc c'est cette idée-là, l'aide de sang, le sang jaillit, le 8 mai 45, qui a poussé 4 بياسين au vin, au libertinage. Voilà, au libertinage tout court. Donc si, pour égrener à peu près le... Voilà, en 1966, si 4 بياسين, c'est en 1949, 4 بياسين, il a rencontré, en 1949, il a rencontré des grands auteurs. Il a rencontré, entre autres, Luis Aragon. Luis Aragon, Mohamed Dib, Emmanuel Robles. Luis Aragon qui a décidé de lui consacrer un numéro spécial dans sa revue, comment dirais-je, pour faire une publicité, il sont libres.
Donc, c'est après 69, Katb-Yassine, après 70, Katb-Yassine, il a décidé de rentrer définitivement en Algérie. Et moi, j'ai dit que je suis en Algérie en 1970, 71, et simplement, Bachir dit que ses œuvres théâtrales pour pouvoir les jouer devant le public. Katb-Yassine, c'est un homme qui était influencé par le théâtre grec. Contrairement au théâtre romain, le théâtre grec qui se jouait en pleine rue, devant tout le monde, il touche les masses. Donc Katb-Yassine, il a décidé déjà de traduire ses œuvres littéraires écrites en langue française académique. Il disait, j'écris en français pour dire en français que je ne suis pas un français. Donc après l'indépendance, il a décidé de traduire ses œuvres, c'est la langue française et la langue arabe populaire, et après vers le Messie, pour toucher le maximum possible du public. Katb-Yassine, donc, sollicité par Ali Zamoum, son ami Mohamed Maazouzi, ministre du Travail à l'époque, Katb-Yassine, ils ont créé, avec sa troupe, ils ont créé le Théâtre de la Mer, qui a un siège à Cuba, qui est devenu avec le temps l'action Cuba, puis Bab el-Oued, l'épisode d'Amérique. Donc, Katb-Yassine, il a décidé de. Donc, le Théâtre de la Mer, il y a de l'action culturelle et travailleuse. Donc, durant 5 années, Katb-Yassine, il a sillonné le pays, il a voyagé à travers le pays pour jouer ses pièces théâtrales dans les casernes, dans les écoles, dans les lycées, dans les souks, voilà, pour faire transmettre son message au public. Un intellectuel qui a décidé de faire descendre son langage intellectuel sophistiqué vers la base. C'est ça le danger. Voilà, c'est ça le danger. Si le théâtre, Katb-Yassine fait un voyage et le Vietnam, en 1967, pour écrire déjà, pour voir le peuple vietnamien, mais en même temps pour écrire une pièce théâtrale, L'homme au sandal du caoutchouc, en hommage à Ho Chi Minh. Si le Katb-Yassine du Vietnam, il fait le siège de la troupe théâtrale délogée sur Cuba et Bab el-Oued, directement, 4 années après, il fait des ministres de Abbas, une manière de l'exiler, une façon de l'exiler de la part du pouvoir algérien, pour l'exiler à Abbas, pour lui éviter la capitale et l'est du pays. Venu le moment de 1980, le 12 juin 1980, quelques jours après le 20 avril 80, Katb-Yassine a participé, enfin, il a été à l'origine d'une agitation au sein de l'université de Tizi-Ouzou pour exiger la libération des détenus du 20 avril 80, les 24. Ça peut-être on l'ignore, mais Katb-Yassine a été à la source de cette agitation au sein de l'université de Tizi-Ouzou. Après, en 1900, Jacqueline Arnaud, c'est une grande amie du Katb-Yassine. Il a essayé de faire une thèse de doctorat sur les œuvres littéraires maghrébines, une grande partie consacrée à Katb-Yassine. L'œuvre en fragments est faite en 1985. Malheureusement, en 1986, Jacqueline Arnaud est morte avant l'apparition de cet ouvrage. Pour le malheur de Jacqueline Arnaud, l'amie du Katb-Yassine. En 1988, Katb-Yassine, il a vu naître cette révolte légitime du peuple algérien contre le régime dictatorial qui a pris en idéologie l'arabo-islamisme pour façonner l'image de l'Algérie. Donc oui, mais le 5 octobre 1988, Katb-Yassine, il a décidé il a entamé déjà une œuvre sur les fragments la revue Awel, l'origine des identités du peuple. Katb-Yassine, il a décidé de faire une œuvre. En même temps, il a décidé de faire une pièce théâtrale sur Nelson Mandela, mais malheureusement, la mort l'a happé, atteint d'une leucémie, un cancer de sang. Il a été terrassé par cette leucémie à Grenoble, l'hôpital de la Grange, c'était le 28 octobre 1989. Katb-Yassine était mort, il a décidé d'être enterré à Al-Alia, à côté de sa mère, enterré à Al-Alia justement, à Al-Alia. Donc, dans le cortège funèbre, dans une 404 vaches et 4 pièces, le véhicule était tombé en panne, difficilement à remonter le vache et c'est pour la première fois que les femmes le cortège funèbre. Katb-Yassine a été enterré à Al-Alia. La mort a coïncidé avec la mort de Moustapha Katoub d'Aron,
مصطفى كاتب سميتو تنجم جوستومون زوليخا باش تقول فرنسا باش تولي حتى لونتيرمون لمصطفى كاتب ديال السيركي كاتب ياسين. À Marseille, il y avait les deux cercueils. Les deux cercueils. Et elle hésitait. Et voilà, il a hésité entre ça et ça. Il a posé la fleur sur ça. Il a posé un baiser sur l'autre. Kateb Yassine, donc il a été lancé le 1er novembre. Date symbolique de la révolution. Donc on ne peut pas cerner tout le parcours de l'homme, de l'écrivain, du poète, du journaliste, du militant, du public dans un espace assez restreint. C'est un immense plaisir de vous donner cette conférence. محمد الغزالي هو محمد الغزالي اسمي يموت كاتب ياسين ميرسي مولود اسمي يموت كاتب ياسين الناس ne doit pas être enterré en Algérie. L'Algérie est islamique. Ni en Algérie ni ailleurs, dans un autre pays musulman. On ne peut pas, je ne sais pas, est-ce qu'on peut interdire à un ancêtre d'être enterré dans sa terre natale. Kateb Yassine est pas un égyptien, et dans chaque fois ils nous donnent des brèches comme ça pour nous bourrer de son médiocre idéologie. Donc voilà, Kateb Yassine est entré en 2004. L'Algérie poste a émis des timbres. Il y a Mohamed Dib, Mouloud Faraoun, Ben Hadouga et Kateb Yassine. Bon, on ne peut pas rendre hommage à un écrivain aussi immense à travers des timbres. Au moment où Grenoble, la ville, ça a un centre culturel baptisé au nom de Kateb Yassine. Nous travaillons avec l'administration, je suis administrateur dans une APC. Dernièrement, on a essayé de baptiser une bibliothèque communale, au nom de Kateb Yassine. Le dossier a été rejeté par la wilaya. C'est énigmatique. Kateb Yassine qui a perdu, qui a vu mourir tant de nombre de sa famille. Après le 8 mai 45, 6 ou 5 membres décimés de sa famille, c'est une famille décimée, refusait d'être baptisée dans une bibliothèque. Une petite bibliothèque de la village. C'est un peu indécent. Je ne sais pas parler politique politicienne, mais je crois savoir parler politique tout court. C'est vrai que je sais parler peut-être politique que poétique, mais s'il y a lieu de parler politique, on est là, on peut en parler. Merci à vous. Voilà.